Donc là, on va faire les premières coupes classiques d'épaule en mettant bien sur l'écran à gauche le petit repère, ce qui est à gauche de l'écran, et à droite ce qui est à droite, c'est-à-dire c'est comme on le ferait sur l'arthroscopie. Alors la position du sus-épineux, on va faire les deux coupes du sus-épineux. Les radiologues demandent aux patients d'avoir la main à la poche arrière. Nous, sur des épaules fraîchement opérées, l'intérêt c'est de faire ce qu'ils peuvent, et sinon c'est position cow-boy prêt à dégainer, moi je leur dis. Donc ensuite, là on va être en exploration au sus-épineux. Ce que l'on veut, c'est voir le tendon sus-épineux qui est ici, de pouvoir faire une jolie image en bec de toucan, avec le tubercule majeur, le footprint, et là on voit le reste de la tête humérale apparaître. Donc là on est sur une épaule et je regarde ce tendon comme si c'était sur une arthroscopie. Alors ce qui permet de descendre sur le côté, et oh surprise, mon Dieu, non c'est pas une fracture ça, hein, c'est son cartilage de croissance métaphysaire proximal huméral. Et donc là, c'est cette coupe-là sur laquelle tu vas explorer, en balayant d'avant sur l'arrière, là tu vois le biceps passer jusque sur l'arrière, l'ensemble du tendon. Tu fais ensuite une coupe transversale, et là, comme je vais regarder comme en arthroscopie, je vais mettre l'arrière à gauche et l'avant. Et le premier élément à rechercher, c'est de retrouver le creux de la gouttière à l'intervalle des rotateurs pour avoir le biceps. En descendant un petit peu et en jouant sur l'effet d'anisotropie, on a le biceps à la gouttière, et en remontant sur l'arrière, on tombe sur la partie horizontale du tubercule majeur. Donc de là à là, c'est l'insertion du sus-épineux, et quand tu vois cette partie horizontale qui descend, ça c'est de l'infraépineux. Et en médialisant, on va voir apparaître l'épaisseur du tendon, un petit peu de liquide ici au niveau de la bourse sous-acromiale, et on revient à la vue à l'intervalle. Bon, coupe de base pour explorer en avant antérieur. Le premier élément qu'on va essayer de repérer, justement, c'est la gouttière et le biceps. Donc là, le biceps, il est bien brillant. Selon comment on a orienté la sonde, ce qu'on appelle l'effet d'anisotropie, il disparaît ou il réapparaît. Effet de balayage pour monter et descendre. Donc on peut le suivre jusqu'au passage sous le tendon du grand pectoral, qui est là. Et là, on a les lames du grand rond. Donc là, il y a son biceps, et c'est là qu'a lieu la jonction tendinomusculaire. Donc on voit super bien la lame aponévrotique du grand pectoral. Je remonte, je remonte, je remonte. Hop, on suit ce biceps. Le tubercule majeur ici, le trochin ici. Par contre, on va imprimer un mouvement en rotation externe du bras. Hop, allez-y, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Qui nous fait alors apparaître les fibres du subscapulaire. Là, voilà. Donc là, on a le subscapulaire. Je te lâche le bras. La tête humérale, le cartilage, le subscapulaire. Donc on va balayer d'en haut en bas. Et si on se médialise, on tombe sur la coracoïde. Toc, toc, toc. En descendant plus bas, on est déjà sur les coracobiceps. Donc là, il y a la coracoïde et son tendon subscapulaire que l'on fait coulisser. Donc dans ces mouvements-là, c'est là qu'on vérifie qu'il n'y a pas d'instabilité du biceps dans la gouttière. La seconde incidence pour évaluer ce subscapulaire, c'est sa coupe transversale. L'élément à retrouver en étant comme ça, c'est le tendon du biceps qu'on arrive à suivre sur la longueur. Et si on se médialise, c'est là qu'on va trouver les différents corps charnus du subscapulaire qui est ici. Hop, donc pareil, on joue avec l'effet d'anisotropie et on peut voir les différents faisceaux du subscapulaire qui sont là. Donc c'est une utilisation moins fréquente pour nous en orthopédie d'explorer comme ça, sauf pour faire une topographie de calcification. Le dernier élément, ça va être pour l'évaluation postérieure. Là, il faut ramener le bras du coup en rotation interne, remettre un peu de gel et puis se positionner en coupe longitudinale pour explorer l'infraépineux. Donc, ça nous fait trouver la tête de l'humérus, trouver la jonction tendinomusculaire de l'infraépineux,
suivre les fibres musculaires de l'infraépineux jusqu'à être ici à l'interligne gléno-humérale avec le rebord glénoïdien postérieur, le labrum postérieur et son muscle infraépineux. Donc si je voulais mieux voir l'interligne, c'est là que je descends et j'adapte ma focale pour bien voir le rebord glénoïdien postérieur, la glène, jusqu'à croiser l'épine de l'omoplate. Hop, qui se verticalise. Et là, vous voyez, on a une moins bonne vision. Voilà, elle se verticalise jusqu'à l'acromion. Hop. Et on a le rebord glénoïdien postérieur. On va faire les coupes accessoires qu'on fait un peu moins fréquemment. Donc là, je vais descendre à 2 cm et demi parce que notre objectif, c'est d'explorer l'acromioclaviculaire. On retrouve ici, là, donc je suis vraiment dans l'interligne ici. Il y a l'acromion, la clavicule à gauche, l'acromion à droite. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mesurer d'une part les diastasis, c'est-à-dire vraiment l'écart entre la clavicule et l'acromion, et voir ensuite, donc ça je jette les images, pour mesurer de combien on a des débords chez certains patients. C'est-à-dire que si je continue l'horizontale, je dirais, bon, il y a une clavicule qui est décalée de 1,8 mm. Mais à côté de ça, l'intéressant, c'est de pouvoir regarder dans les mouvements dynamiques de l'épaule comment se comporte l'acromioclaviculaire. Relâche un peu le bras. Donc on voit que selon les mouvements, les espaces se modifient entre les deux, quoi. Voilà. L'autre chose intéressante, c'est d'être en vue transversale. Donc là, on voit un quart de cercle qui est la clavicule, un vide complet jusqu'à voir arriver l'acromion. Je descends 2 cm, on sera peut-être mieux au niveau focal. Donc d'avant en arrière, on a ça, ce qu'on appelle l'olive. On a la clavicule, et donc là, c'est l'idéal quand il faut viser avec une aiguille sous écho, si vous avez envie de faire une infiltration élective acromioclaviculaire. Bon, les incidences moins fréquentes que tu vas être mené à faire, c'est, comme on l'a dit, explorer la coracoïde. Ça, voilà, tu as comme ça. En vue longitudinale, tu peux retrouver ta coracoïde et le prolongement par les muscles coracoïdiens. Mais depuis la coracoïde, souvent tu vas chercher à glisser, obliquer à 45 degrés pour voir apparaître le ligament coraco-acromial et dessous. Alors là, il faut stabiliser un maximum. Tu vas pouvoir faire des mouvements dynamiques avec un patient qui relâche bien son bras et voir s'il y a un conflit ou des choses où la tête du numérus vient en conflit. Autre incidence, si tu es là, c'est de faire une... Hop, j'ai perdu cette coracoïde. Voilà. Depuis la coracoïde, de glisser jusqu'à la clavicule et de faire un suivi, on va dire, coraco-claviculaire. Tac, voilà. Donc là, j'ai la clavicule, là, j'ai la coracoïde. On a vu la petite artère branche acromiale de l'acromiothoracique. Donc ça, quand tu as fait des montages avec des doubles endoboutons, tu as la possibilité de vérifier tes cordages et même voir sur le dessus de clavicule ton endobouton supérieur. La dernière chose que tu vas explorer avec 4 cm, ça va être la fosse supraépineuse. Voilà. En démarrant bien en médial, j'augmente un petit peu, parce que dans cette coupe-là, d'avant en arrière, tu veux le fond, le muscle sus-épineux lui-même. En arrivant en avant, la clavicule. En se déplaçant en arrière, l'épine de l'omoplate. Et là, il y a les petits vaisseaux et l'artère qui chemine avec, a priori, à proximité, le nerf suprascapulaire.